L'invasion de la Belgique a dressé l'opinion anglaise unanime contre l'Allemagne. Dans la propagande pour le recrutement des volontaires, le viol de la Belgique est abondamment développé pour sensibiliser les partants. En fait, les secours embarqués en Angleterre sont insignifiants. Seule puissance en Europe à ne pas recruter des soldats par conscription, l'Angleterre n'aligne que 6 divisions. Selon Churchill, le premier lord de l'amirauté, aucun débarquement ne peut se faire en Belgique même. La flotte ne peut garantir la sécurité des passages que vers la côte française. « 18 000 hommes et 30 000 chevaux, tels sont les effectifs de Sir John French, qui commande le corps expéditionnaire anglais. C'est l'armée la mieux entraînée, la mieux organisée, la mieux équipée d'Europe, mais certainement pas la mieux informée. Des agents de l'intelligence service marchant au front dans un convoi de bus londoniens estiment que la force allemande en face du secteur britannique est de 17 divisions. En réalité, le général von Kluck en a réuni 30. Le seul plan britannique est un engagement. Rejoindre la France et se battre contre les Allemands en Belgique. Le corps expéditionnaire anglais prend position à l'ouest de la 5e armée française du général Lorzac. À Mons, les routes allemandes et britanniques se croisent. Mieux informés que les Anglais, les Allemands ont entendu parler de leur débarquement. Ils sont surpris de les rencontrer aussi vite devant eux. Leurs routes se sont croisées trop tôt. Ils subissent le tir des canons lourds des Anglais. Pendant 48 heures, les Anglais tiennent leur front. Mais la retraite des Français met leur flanc à découvert. Le corps expéditionnaire doit ramasser ses blessés et reprendre à l'envers la route qu'il avait suivie quelques jours auparavant. Les Belges se débrouilleront tout seuls. Pourtant, ils ne veulent pas s'agenouiller. Ils prennent les bêches et les pioches, creusent des fortifications. Ils veulent absolument s'accrocher au terrain. Ils ne veulent pas rentrer en Verse. Pas sans combattre, même s'ils doivent combattre seuls. En réunissant toutes les forces disponibles, le roi Albert commande à une armée d'opérettes de 117 000 hommes qui portent des casques en cuir bouilli et des uniformes napoléoniens. Les Allemands ne le savent pas encore, mais le monde entier s'en doute, il ne s'agit pas d'une armée, mais d'un peuple. Le quartier général allemand, abasourdi et exaspéré par la résistance belge, détache une fraction importante de l'aile droite de von Kluck pour écraser Anvers. Les Belges se déploient pour résister à la poussée allemande. Des civils en grand nombre viennent assister au combat. En ce début de la guerre, cela se fait encore.
D'abord, l'incroyable arrive. Les Belges tiennent. Mais les Allemands approchent leurs obusiers lourds, ceux qui ont déjà brisé Liège. À ce moment de crise extrême, un chérubin britannique débarque sur les quais d'Anvers. Le sourire aux lèvres. Winston Churchill, 39 ans. Sur ses talons, un détachement de Royal Marine qui a gagné Anvers dans les bus londoniens. Ils sont seulement 400, mais Churchill donne à entendre qu'ils sont l'avant-garde de milliers d'autres. Pendant quelques jours, les Belges n'éprouvent plus le sentiment cruel d'être abandonnés dans un monde hostile. Pourtant, quand les marines gagnent le champ de bataille, on se doute que les renforts promis ont déjà été renvoyés en Grande-Bretagne. Les Anglais aiment la Belgique, mais ils restent réalistes. Le gouvernement ne peut gaspiller ses forces pour une cause perdue. Seulement 400 Britanniques combattent à Anvers. Anvers est désormais la cible des canons lourds de von Kluck, des mortiers de 350 mm, des obusiers Krupp de 420, des monstres. Des obus de 1800 livres tombent sur la malheureuse ville. Sous le feu d'Anvers, le roi Albert et son épouse sont les symboles de la résistance belge. Le rôle de la reine est délicat. Élisabeth est une duchesse de Bavière et son frère est général dans l'armée allemande. Le 9 octobre, après un siège d'1 mois, Albert doit accepter l'inévitable. Transportant les archives officielles dans des paniers d'osier, le gouvernement et l'armée abandonnent Anvers pour s'exiler en France et poursuivre le combat. Dans un dernier défi, les Belges trompent la vigilance de von Kluck et réussissent à franchir la frontière. Partout, les réfugiés suivent les troupes, dans les ports, sur les routes. Plus tard, à la fin de la guerre, on demandait à Clémenceau « Que diront les historiens de la responsabilité du cataclysme ?» « Je sais une chose qu'ils ne diront pas, répondait Clémenceau. Ils ne pourront pas dire que la Belgique a envahi l'Allemagne. » Dans leur longue retraite de Liège à Anvers, les Belges avaient fait table rase derrière eux, ne laissant rien à l'ennemi. Pour gagner quelques jours ou quelques heures, ils avaient sacrifié le réseau de communication de leur pays. Quand l'invasion devint occupation, la résistance prit d'autres formes. Pendant quelque temps, les civils tiraient sur les Allemands qui passaient dans la rue. Furieux, indignés, l'ennemi prenait des otages. La terreur devenait un moyen d'abréger les hostilités. Pour les Allemands, la terreur était justifiée. Clausewitz, leur théoricien de la guerre, n'avait aucun scrupule à faire fusiller des civils.
Les Belges connaissent le nom des Allemands qui se succèdent à Bruxelles. Ils haïssent le baron von der Goltz comme son successeur, von Bissing. Désormais, la vie des Belges occupés est réglée par proclamation du commandement militaire allemand. La mort pour les francs-tireurs. Le couvre-feu imposé aux citadins. Les confiscations et les réquisitions. Le gant de fer sur la Belgique. C'est le devoir de la puissance occupante que de nourrir la population. Ainsi en ont décidé les nations civilisées avant la guerre, aux rencontres de La Haye. Les Allemands ne respectent pas ces conventions. Ils confisquent les troupeaux et les stocks de blé. Les paysans partent en colonne serrée pour le travail forcé en Allemagne. L'armée allemande, qui se dit la plus disciplinée du monde, fait la fiesta en Belgique. Les soldats boivent, volent et boivent encore. Louvain, la ville martyre, mise à sac, incendiée. Louvain, l'image symbolique des atrocités allemandes, la ville témoin. Des milliers de manuscrits brûlent. Le savoir de plusieurs siècles. Un trésor de l'humanité. La bibliothèque de Louvain est en feu. L'automne 1914 à Londres. Le bureau de la propagande décide d'alerter le monde sur les atrocités de la guerre allemande. On assure que la population belge a été martyrisée et que des bonbons empoisonnés ont été distribués aux enfants. Il y a de l'exagération, bien sûr, dans ces publications. Lord James Bryce, qui signe le constat, est une voix autorisée, respectée en Amérique. Tous les outrages, tous les crimes ont été recensés. La presse mondiale en rajoute. Les images les plus horribles montrent les atrocités commises sur des enfants, sur des religieuses. Mensonge, fabrication, disent les Allemands. Mais qui les écoute? Pour la propagande anti-allemande, Edith Cavell est une aubaine. Cette jeune nurse a aidé des prisonniers à s'évader. Les Allemands n'ont pas hésité à la fusiller comme espionne, et pour le monde entier, c'est une martyre.